Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Comme chaque lundi 20h10 sur Éclair TV, vous avez rendez-vous avec ce panel d'experts au féminin, des femmes qui sont chacune expertes dans leur domaine, analyse socio-économique, politique, sociétale. Nous sommes là pour décrypter l'actualité avec nos invités. Les experts au féminin, saison 2, épisode numéro 2, c'est parti. Rebonsoir, nous sommes donc de nouveau avec vous pour ce deuxième numéro de la saison 2 des experts au féminin. Comme d'habitude, autour de moi, des femmes expertes dans leur domaine. Christina Filetas, bonsoir. Bonsoir Axel. Vous êtes notre nouvelle chroniqueuse et avec vous, on parle de, rappelez-nous, de famille et de parentalité et de famille. Très bien. Toujours sous cet angle d'analyse socio-économique avec des opportunités business à la clé. Exactement. Parfait. Joël Badralou, bonsoir. Nous parlons toujours avec vous sur cette saison 2 de gastronomie, mais aussi de voyage. Mais il y a une petite nouveauté. Tout à fait. Alors, gastronomie, voyage, c'est toujours au rendez-vous. Mais cette saison, on parle de culture également. Donc, inutile de vous préciser que je suis ravie de votre invité aujourd'hui. Parfait. Cindy Bajazé, bonsoir. Bonsoir Axel. Donc vous rempilez pour cette deuxième saison avec nous pour notre plus grand plaisir. Plaisir partagé. Que vous êtes à la tête de Cindy Bajazé Consulting. Rappelez-nous votre champ d'expertise. Alors, je suis un professionnel du droit. Je travaillais 13 ans en cabinet d'avocat. J'ai collaboré aux côtés des robes noires avec fierté durant toutes ces années. Et j'ai décidé en fait de créer mon cabinet d'assistance juridique administratif. Et je collabore encore avec les avocats et également les experts comptables dans ce qu'on appelle la sous-traitance juridique. Et j'accompagne également les associations, les porteurs de projets, les entrepreneurs dans tout l'aspect de toute la stratégie de gestion administrative. Ceci explique que vous nous fassiez découvrir de jolies pépites, des entrepreneurs ou encore des entrepreneurs qui retournent vers le salariat. Mais vous aussi, comme Joël, petite nouveauté cette saison, laquelle? Alors cette année, j'ai voulu en fait vous décrypter l'actualité judiciaire. Donc ça sera en fait l'occasion de décrypter cette actualité seule ou avec des experts lorsque cela sera nécessaire. Parfait. En attendant de découvrir vos chroniques, mesdames, qui s'annoncent passionnantes comme d'habitude, je me tourne vers notre invité, Monsieur Gérard Lamoureux. Bonsoir. Bonsoir Axel. Vous êtes le directeur de la maison d'édition Longcourt. Qu'est-ce que cette maison d'édition et depuis quand existe-t-elle? Alors elle existe depuis 2017. Oui. Elle a été créée en Guadeloupe. Je l'ai créée là. Et elle a pour vocation l'édition d'auteurs de la Caraïbe. Très bien. Caraïbe au sens large, insulaire, continental, francophone ou non. Alors, l'édition des auteurs de la Caraïbe, de la Grande Caraïbe, vous auriez pu vous installer ailleurs. Pourquoi avoir choisi la Guadeloupe précisément? Parce que c'est un territoire que je connaissais déjà. J'ai pas mal travaillé sur l'outre-mer. J'avais créé à Paris un festival qui s'appelait le Festival des Outre-mer, justement. Donc j'avais pas mal d'acquaintances. Mais c'est vrai que j'aurais pu m'installer en Guyane ou à la Martinique. Donc j'ai préféré m'installer en Guadeloupe. Très bien. Alors, comment êtes-vous arrivé à l'édition ? J'ai une formation littéraire déjà, et mon premier job au sortir de l'université était un travail d'assistant littéraire dans une maison d'édition à Paris, les éditions des sciences de l'homme. C'était très sérieux, c'était des livres à rotation lente, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de best-seller, on ne publiait jamais de best-seller, mais les livres se vendaient pendant 10 ans, 20 ans, et se vendent encore maintenant. Alors, que conseilleriez-vous à celles et ceux qui veulent se lancer dans les métiers de l'édition, puisque c'est un ensemble de métiers? Bien sûr. Alors, c'est un secteur très, très structuré. Il y a de gros enjeux économiques dans ce secteur-là.
Pour rappel, le secteur qui marche le mieux dans l'édition en France, c'est la bande dessinée, la littérature jeunesse comprise. Voilà. Très bien. On en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à nos amis de Caribule, le festival de la bande dessinée, du manga et de l'album jeunesse qui est en cours en ce moment. Monsieur Lamoureux, alors vous nous avez dit que vous êtes installé en Guadeloupe, que vous éditez des auteurs de la Caraïbe. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale particulière ? Alors, on édite de la poésie. On a commencé par cela d'ailleurs avec 2 anthologies, l'une consacrée à la Guadeloupe et la seconde à l'île Sœur, la Martinique. On édite aussi des romans, soit des romans qui font partie du patrimoine, comme Claire Solange âme africaine de Suzanne Acascane, soit au contraire des romans d'auteurs tout à fait contemporains. En français, puisqu'ils sont écrits quand ils sont écrits en français, ou en traduction quand ils sont écrits en anglais ou en espagnol. Très bien. Alors c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de ce métier d'éditeur, mais peut-être qu'il nous faudrait revenir plus précisément sur ce métier. En quoi consiste-t-il exactement ? Alors la première tâche de l'éditeur, c'est un terme qui a plusieurs définitions en fait. Je vous parle juste de mon travail. La première tâche de l'éditeur, c'est de lire des manuscrits. On appelle ça encore manuscrits. Bon, on nous envoie des fichiers numériques la plupart du temps. Encore quelques envois par la poste, ça a le charme de l'ancien. Et il faut lire, il faut faire le tri, il faut choisir surtout. Et la ligne éditoriale dont vous parliez sert à ça, précisément. On sait ce qu'on peut et ce qu'on veut publier. Et ensuite, on essaie de trouver parmi ce qu'on nous envoie, mais je dirais qu'une grosse partie du travail aussi, c'est d'aller chercher ailleurs des textes qu'on a envie de faire connaître et de publier. Très bien. Donc, je suppose qu'il faut bien évidemment aimer lire pour... C'est préférable. C'est préférable pour s'engager dans ce métier. Mais par-delà cet aspect lecture et recherche de manuscrits, des pépites à valoriser, il y a aussi toute une grosse machine derrière. Il faut pouvoir imprimer le livre, et aussi le présenter, le placer en librairie et surtout défendre les droits des auteurs. Comment est-ce que vous organisez tout ça au quotidien ? Alors je vous réponds par la fin de votre question. En fait, le droit d'auteur, précisément, il s'agit de passer un contrat avec un auteur dans lequel des conditions matérielles sont très précisément listées. L'auteur sait combien il va gagner à l'exemplaire vendu. En général, c'est un pourcentage que l'on a pris, que je ne vous dirai pas lequel, puisque chaque maison a ses manières de faire. Ensuite, évidemment, il faut trouver... il faut avoir un distributeur. Il faut d'abord mettre le livre en forme. Je vous passe ces étapes. Il y a des graphistes qui travaillent, bien entendu. Mais une fois que le livre est prêt, on a quasiment fait qu'un très court chemin. Il faut que ce livre aille à la rencontre de ses lecteurs potentiels. Et là, il vous faut évidemment des contacts avec des libraires, non seulement en Guadeloupe, comme c'est mon cas, mais aussi en France hexagonale, voire en Belgique, en Suisse et au Canada, dans les pays francophones. Et ça, c'est le travail d'un diffuseur. C'est un entrepreneur qui a une équipe de commerciaux, de représentants, comme on les appelait avant, et qui vont rencontrer les libraires, leur proposer les nouveautés, et ça c'est absolument indispensable. Et ensuite, une fois que les commandes sont prises, on a affaire à un distributeur. Celui qui s'occupe de mettre les livres dans des cartons et de les expédier au libraire qui a commandé. Et comment parvenez-vous à valoriser vos auteurs dans tout ce foisonnement d'autres auteurs, puisqu'à chaque rentrée littéraire, il y a toujours des centaines et des centaines de nouveautés. Oui. Comment faire entendre cette voix des auteurs caribéens dans cette grande francophonie qui elle-même est très riche de talents ? Bien sûr. Alors, une des choses à faire est peut-être de ne pas coller à l'actualité de la rentrée d'automne pour ne pas être noyé. Oui. Et puis l'autre chose que je fais, c'est de suivre des auteurs mais dans un temps assez long. C'est-à-dire que je ne recherche pas le coup. S'il arrive, je ne vais pas m'en plaindre, vous vous en doutez. Mais l'idée est au contraire de donner à des livres une vie longue et une vie suivie aussi. Très bien, donc vraiment s'inscrire dans une temporalité longue. Absolument. Et un vrai contrat de confiance sans paraphraser un fameux slogan.
Alors, vous êtes à l'origine aussi d'un festival littéraire, le festival Lire au grand large. Parlez-nous de ce festival. Je crois on est sur la 2e édition, mais la première en présentiel. Exactement. Donc c'est une vraie fausse première édition, 2e édition, pardon. Alors, Lire au grand large est né d'un constat fait ici auprès du grand public, mais aussi auprès d'enseignants que je peux avoir dans mon réseau amical. Les jeunes, comme on les appelle, c'est un peu vague, mais on pourrait y revenir, dit-on, ne lisent pas assez. Donc c'est un festival qui s'adresse particulièrement aux C'est un plus festival jeunes. pour la jeunesse et les familles. Très bien. Puisque les jeunes, en général, ne peuvent pas se déplacer tout seuls ici. Donc il faut aussi penser aux accompagnants adultes qui seront avec eux. C'est pour ça qu'une partie de la programmation sera aussi pour tous. C'est-à-dire Très tout bien. public, jeune et moins jeune. Le constat est que les jeunes ne lisent peut-être pas assez ou pas assez souvent, comme le disent les parents. Moi, je crois qu'ils lisent quand même, y compris beaucoup sur leur smartphone. Et l'idée peut-être, c'est celle que je défends en tout cas, d'arriver à les rediriger vers de la lecture de livres papier ou sous format numérique d'ailleurs. Alors justement, comment faire avec ces jeunes dont l'attention est de plus en plus réduite? On est sur des formats très courts. Effectivement, ils lisent beaucoup sur leur smartphone, mais des tout petits formats. Je vois avec certains jeunes dans mon entourage que ça peut être très laborieux de les rediriger vers le livre papier qui demande ce temps et surtout cette solitude nécessaire pour pouvoir se plonger dans un univers. Alors qu'ils ont, j'ai l'impression, c'est une génération qui s'est accoutumée à une espèce de brouhaha perpétuel. Comment faire avec eux? Alors, il y a des contre-exemples, je pense à Harry Potter par exemple. Ce sont des livres longs, ce sont des volumes épais, et pourtant ça a mondialement marché de manière magique presque, magnifique en tout cas. Donc voilà, il y a aussi cette référence-là. L'idée, le pari, je crois même que c'est un pari, c'est de dire les auteurs vont venir parler de la coulisse, de la manière dont ils font les livres, de la raison pour laquelle ils ont choisi tel nom de personnage, du pourquoi de cette histoire à cette époque-là, etc. Et dans toutes les rencontres de Lire au grand large, ça commence le 14 et ça se termine le 16, il y aura ce temps de présentation par les auteurs eux-mêmes qui seront interrogés par des bibliothécaires ou par moi, et ensuite la salle, c'est-à-dire les jeunes et aussi les accompagnants, les parents pourront leur poser des questions. Je crois que l'idée c'est de démonter le statut un peu sacré de l'auteur qui serait dans son cabinet de travail sans aucun contact avec l'extérieur. Non, là au contraire, je crois, ils pourront parler à leur public. Ils ont l'habitude de le faire la plupart du temps. Tout à fait. D'ailleurs, et pour continuer sur l'exemple d'Harry Potter, J.K. Rowling, puisque Harry Potter c'était un succès aux années où j'étais encore lycéenne, ça c'était avant. C'est vrai qu'à l'époque où d'ailleurs Internet était en pleine démocratisation, elle a beaucoup rencontré le jeune public, leurs parents aussi, notamment à travers des choses sur Internet. Donc pour que ça puisse marcher aujourd'hui, il faut selon vous aller par-delà le livre, mais faire découvrir un univers, pas seulement l'univers du livre, mais celui de l'auteur aussi. Oui, moi je crois que le livre est au milieu d'une table et des deux côtés de la table, on a l'auteur et les lecteurs. Et il faut que la conversation se passe que le courant même passe entre ces deux côtés de la table. Et Lire au grand large a été conçu comme cela. Très bien. Alors, on rappelle que Lire au grand large, c'est du 14 au 16 octobre à la Casa. À la Casa, c'est ça. À la Jaille, absolument. Alors, qui avez-vous comme auteur invité cette année ? Alors, cette année, l'autre partie de ce pari, c'est d'inviter des auteurs d'ici, bien entendu, et des auteurs de l'Hexagone. Je ne sais pas si la parité est respectée, peu importe d'ailleurs. À propos de parité, je crois qu'on a un peu plus d'auteurs femmes, d'ailleurs, que d'hommes. Ah, voilà. Très bien. On ne peut que s'en réjouir ici. Alors, en matière d'auteur jeunesse, on aura par exemple pour les tout petits Anthony Campras, pour un livre très, très sympathique, très chouette qui s'appelle Chipicha,
Oui, très connu, qui est très connu. Voilà, je crois même d'ailleurs qu'il est en train de préparer une suite à Chipichat. On aura aussi une auteure qui vient elle de Montpellier, qui s'appelle Emmanuelle Figueras. Alors elle a tellement de casquettes, Emmanuelle, que disons qu'elle est journaliste scientifique. Voilà, elle a publié, je crois, un peu plus de 70 livres, notamment sur des sujets concernant l'environnement, et qui est le thème cette année de Lire au grand large. Hein. Oui. Entre tes mains, ta planète. Entre tes mains, la planète, oui, entre les mains des jeunes, mais pas seulement. On peut tous faire quelque chose pour améliorer la situation, notamment ici, sur l'environnement, sur la protection de la biodiversité. On en parlera pendant Lire au grand large. Très bien. Alors, donc, des auteurs jeunesse reconnus. Quel regard portez-vous, justement, sur les auteurs jeunesse en Guadeloupe et dans la Caraïbe en général? On a vu pas mal de choses sortir ces derniers temps. Bien sûr. C'est une production très dynamique. C'est une région où on produit beaucoup d'écrits et de livres illustrés aussi, bien sûr. Ce qu'on pourrait déplorer, c'est qu'on connaisse mal ce qui se fait dans les îles alentours. Oui, c'est la question que j'allais vous poser justement. On connaît beaucoup ce qui se passe en France hexagonale au niveau de la littérature et ce n'est pas pour autant vrai pour nos voisins de la Caraïbe. Qu'est-ce que vous, en tant qu'éditeur, mais aussi organisateur de festivals littéraires, pourriez faire pour pouvoir pallier cela? L'idée est d'aller toujours regarder un petit peu au-delà de ce qu'on connaît d'habitude. Concernant la Jamaïque, j'ai un projet de livre. Concernant Trinidad, j'ai édité 2 auteurs d'origine trinidadienne qui vivent maintenant aux États-Unis, mais qui ne parlent que de Trinidad en fait. Voilà, je crois qu'il faut être curieux, aller fureter, aller regarder. Il faut lire les textes aussi, encore une fois, et puis se dire ça, peut-être, ça peut plaire à un public francophone. Hein. Je pense en termes de francophonie, parce que pour un éditeur, le seul marché local serait insuffisant à permettre un modèle économique. Oui, donc forcément, il faut aller toucher l'international et la francophonie en général. Alors, j'en viens justement à mon autre question. Nos voisins et frères d'Haïti sont très forts là-dessus pour aller à l'international. On voit comment Mackenzie Orsel a été nommé au Goncourt. Il fait partie de la 2e sélection. Gaëlle Fils-Aimé, qui vient d'être lauréate du prix RFI Théâtre, donc une francophonie très active. Pour autant, on a l'impression que malgré le foisonnement de talents que nous avons dans les Antilles françaises, qu'on a du mal à vendre et à valoriser nos auteurs dans la francophonie et à l'international en général. Les Antilles françaises ont produit, si vous me permettez l'expression, des auteurs magnifiques, majeurs. Enfin, on pense toujours à Césaire, Marie Scondé, Chamoiseau, bien sûr. On va en oublier, donc... Mais bien sûr, on a l'impression mais ça c'est une génération particulière. Oui. Pas le déluge, mais peut-être un creux de vague. Oui. Peut-être. Alors, comment y remédier à votre avis en tant que professionnel? Vous savez, moi je ne suis pas écrivain, je suis juste éditeur. Donc c'est ce qui m'arrive ou ce que je vais chercher qui peut m'intéresser. Il y a des jeunes plumes qui sont en train de travailler. Je reçois parfois des manuscrits tout à fait intéressants, pas encore aboutis, mais il faut être confiant. Il faut être confiant, faire avec ce qu'on a, et puis donner le temps à ceux qui sont en train de créer. Parfois, vouloir publier un livre trop vite, ça n'est pas forcément une bonne idée. D'accord. Donc la création et puis la réception aussi, ça demande un temps de maturation. Il faut du temps, absolument. Très bien. D'accord. Gérard Lamoureux, avant de vous quitter, on rappelle les temps forts de ce festival du 14 au 16 octobre à la Caserne. Temps forts à peu près tous les jours. Que des temps forts. Non, sérieusement, il y a des auteurs, évidemment. On va accueillir Simone Schwarzbart aussi, Roland Montpierre pour Tigeant l'horizon, que Roland Montpierre a adapté en bande dessinée. On accueille Timothée de Fombelle, l'auteur d'Alma, de sa trilogie sur la traite, la traversée de l'Atlantique, enfin, la fin du 18e. On accueille, je vous ai parlé d'Anthony Campras, voilà, on accueille un certain nombre d'autres auteurs. Et puis, Lire au grand large, ça n'est pas seulement du roman ou de la bande dessinée ou du livre jeunesse, c'est aussi du théâtre.
Et on a le plaisir d'accueillir Emeline Octavie, qui est une jeune dramaturge guyanaise, qui viendra pour une lecture théâtralisée de sa pièce qui s'appelle « À contre-courant nos larmes », qui concerne le drame que vit une certaine partie de la jeunesse Wayampi en Guyane. Voilà. Excellent. Merci beaucoup Gérard Merci Lamoureux. Et on viendra voir ce qui se passe à ce festival. Avec plaisir, je vous attends. C'est gratuit. Je le précise, c'est important. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc festival Lire au grand large du 14 au 16 octobre à la Casarte. L'entrée est gratuite et on en profite aussi pour saluer d'autres éditeurs locaux qui font un excellent travail. On pense notamment à Didier Manette avec les éditions Nègre Marron et au Frangin Folagadé avec Café Noir Édition qui a une ligne éditoriale qui est très intéressante. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde partie. Nous sommes de retour pour cette seconde partie des experts au féminin et nous allons découvrir les sujets de nos chroniqueuses. Mesdames, rebonsoir. Joëlle Badralou, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, on parle cinéma aujourd'hui, pour cette première culturelle. J'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Marc-Alexandre Montout, qui réalise un documentaire intitulé Derrière les murs, actuellement au festival Cinestar, le Cinestar International Film Festival. Très bien, d'ailleurs qu'on a croisé sur le tapis rouge vendredi dernier. Vous étiez magnifique dans cette petite robe, Joëlle. Vous aussi, très chère. Merci. Christina, qui était aussi avec nous sur le tapis rouge du Cinestar Festival, va nous parler d'un autre sujet, pas du Cinestar Festival, mais de quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui, Christina ? Alors, nous allons faire un petit clin d'œil sur la semaine du goût et nous intéresser au bien manger. Très bien. Et avec les tout petits en particulier. Exactement. Excellent. C'est là que ça se passe. Très bien. Alors, malheureusement, Amanda ne peut pas être avec nous aujourd'hui et on a une très grosse pensée pour elle. La pauvre, elle s'est fait piquer par un mille-pattes et on sait que nous sommes dans un bassin canier dans le Nord-Grande-Terre où elle habite. Ça fait aussi partie du charme de la vie chez nous. Mais son invité est avec nous, David Nitusgo. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de votre passion pour le Nord-Grande-Terre, justement, et de la façon dont vous valorisez ce Nord-Grande-Terre à travers la photographie. On se dit à tout à l'heure. Cindy Bajazé, ce soir, vous allez recevoir un autre expert pour nous parler de quoi ? Alors Axel, ce soir, nous allons aborder un sujet d'actualité puisque nous sommes en octobre et chaque année, depuis 35 ans, se tient Octobre Rose. Donc s'il y a lieu de le rappeler, Octobre Rose, c'est quoi ? C'est le mois où on informe et on sensibilise autour du cancer du sein. Alors ce soir, on ne va pas articuler sur le volet médical parce que ça ne relève pas de mon expertise ni de mon expérience. Je laisserai peut-être le soin, un de ces quatre, à ma collègue Christina d'en débattre lors d'une prochaine émission. Mais on va se pencher justement sur les dispositifs qui sont inscrits dans le droit du travail et qui contribuent à accompagner les personnes atteintes de cancer du sein. Alors, comme on peut s'en douter, quand vous êtes atteint de ce type de maladie, vous êtes sujet à plusieurs facteurs comme la fatigue, le stress, qui peuvent justement, si je peux m'exprimer ainsi, perturber la vie professionnelle. Alors, la question qui a lieu de se poser ce soir, c'est comment associer cancer du sein et vie professionnelle. Et pour nous éclairer, nous allons en fait recevoir Jérôme Nibron, avocat associé de l'ASCP Morton et spécialisé en droit du travail. Très bien. Maître Jérôme Nibron qui est en magnéto. Donc on regarde ce magnéto de Maître Nibron qui nous parle du sujet de Cindy. Et on vous revient. Il n'existe aucune obligation pour le salarié d'informer son employeur de ce qu'il est atteint d'une maladie quelconque. Que ce soit une maladie de longue durée, que ce soit le cancer du sein, ou voire même que ce soit d'une situation handicapante, il n'y a pas l'obligation pour le salarié de le signaler à l'employeur. C'est du domaine de sa vie privée. Maintenant, si
compte tenu de cette affection, il est amené parfois à solliciter souvent des absences pour pouvoir se rendre à l'hôpital, en clinique. Il est quand même peut-être préférable qu'il informe son employeur de cette situation parce qu'il existe dans le Code du travail des outils qui permettront d'aménager le temps de travail de façon à permettre aux salariés de pouvoir suivre les traitements qui lui sont imposés. Voire même, ça pourra permettre à l'employeur de mieux comprendre les difficultés que pourrait rencontrer le salarié dans l'exécution du contrat de travail, des états de fatigue, des retards répétés, des choses comme ça. Si l'employeur est au courant, il peut prendre un peu les devants et dire bon, vous êtes dans une situation actuellement un petit peu difficile, peut-être que nous pourrions trouver des solutions ensemble d'aménagement du temps de travail. Le Code du travail ne prévoit pas d'absence pour le soin. Le salarié doit être présent aux heures d'ouverture de l'entreprise. Maintenant, il peut demander des aménagements à son employeur et l'employeur est libre de lui accorder ou pas. Si l'employeur refuse, ce qui est le droit de l'employeur, mais que le salarié effectivement a besoin de certaines plages horaires dans la journée parce qu'il ne veut pas arrêter de travailler, il peut très bien se rapprocher de la médecine du travail. À la médecine du travail, il indiquera les raisons de son affection et le médecin du travail pourra délivrer ce qu'on appelle un certificat médical et dans lequel l'employeur sera, lui, à partir de là, obligé de mettre en place un aménagement du temps de travail. Ça peut être soit libre, la discussion entre le salarié et l'employeur, et ça c'est toujours possible, soit contraint, mais cette contrainte elle ne peut intervenir que par le biais d'un avis rendu par le médecin du travail. Quelle que soit la maladie, que ce soit un cancer, une maladie de longue durée, que ce soit une grippe, le salarié malade peut bénéficier de ce qu'on appelle un arrêt de travail par son médecin. Le médecin traitant délivre un arrêt de travail. Lorsque cet arrêt de travail est délivré, il est porté à la connaissance de l'employeur et là, l'employeur doit maintenir, non pas le salaire, mais doit assurer pendant une certaine période un niveau de rémunération égal à 90% de la rémunération, incluant le montant des indemnités journalières. Donc en pratique, comment ça se passe? Le salarié malade ou la personne qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein et qui a besoin de repos remet son arrêt de travail à l'employeur. Si elle a plus de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur va lui garantir au moins 90% de sa rémunération, incluant les indemnités journalières. Donc soit l'employeur est subrogé dans les droits de la sécurité sociale, et là, il va percevoir lui directement les indemnités journalières qu'il va reverser au salarié en rajoutant un montant de nature à maintenir un salaire de 90%, soit il n'est pas subrogé dans les droits de la sécurité sociale, auquel cas le salarié devra remettre à son employeur l'attestation de versement des indemnités journalières que l'employeur va compléter à hauteur de 90% pendant les 30 premiers jours et ensuite c'est 60% pendant les 30 autres jours. Il est interdit en France de prendre en compte l'état de santé d'une personne pour rompre le contrat de travail. C'est une interdiction formelle, absolue, et ça serait discriminatoire. Et or, en France, il y a des textes qui visent à lutter contre les discriminations. La maladie ne peut pas être une cause de rupture du contrat de travail. Il peut arriver qu'en raison des arrêts successifs générés par les absences pour cause de maladie, l'employeur soit contraint de licencier parce qu'il est obligé de remplacer cette personne de façon durable et que ça désorganise l'entreprise. Ça, c'est un des biais qui permettrait à l'employeur de licencier. Mais aucun employeur ne peut tirer l'argument de la maladie du salarié pour rompre le contrat de travail. Et tout salarié qui est licencié pour cause de maladie peut attaquer cette rupture et cette rupture sera nulle et de nul effet. Il n'existe pas de congé spécifique pour cause de cancer du sein. Par contre, si la personne effectivement est vraiment très affectée et qu'elle ne peut pas
s'autosuffire, vaquer elle-même à ses propres occupations, et qu'elle a besoin d'un soutien. Il existe par contre, et on en parlait il y a quelques jours, du proche aidant. Il est toujours possible qu'un proche salarié demande à son employeur le bénéfice d'un aménagement horaire pour pouvoir s'occuper d'une personne malade. C'est les fameux congés pour et de personnes de proches aidants, qui est ouvert lui à tout salarié. C'est en ce sens d'ailleurs que le législateur, compte tenu du fait que notamment le vieillissement de la population, que les personnes sont de plus en plus seules, facilite le recours aux proches aidants. Ce sont des éclairages qui sont très intéressants, des choses, des arguments de poids en faveur de l'employé atteint de cancer, mais aussi intéressantes pour pouvoir orienter l'employeur, puisqu'on le disait tout à l'heure en regardant le magnéto en off, ce n'est facile pour aucune des parties, Cindy Bajazé. Non, la raison aussi pour laquelle j'ai fait venir en fait cet expert, pour qu'il puisse justement à la fois, comme vous dites, informer la personne qui atteint de cette maladie, parce qu'on se pose toujours plein de questions et puis on peut même ne pas faire obstacle à ses droits, et même des employeurs qui seront en train de nous écouter pourront savoir comment justement articuler les choses par rapport à ces malades. Oui. Joël Badralou, vous aviez une remarque ? Ce que j'apprécie dans cette émission, c'est ce côté informatif. Depuis le début de la saison 1, j'en apprends à chaque numéro. Et là, par exemple, je croyais qu'on devait dire qu'on était atteint d'un cancer vis-à-vis de son employeur, et j'apprends que non. C'est ce qu'il a dit en fait, Maître Nibron, ça résulte de la vie privée, et même s'il est fortement conseillé de le faire, puisque comme il le disait aussi, pour pallier à des situations comme des sorties pour des soins, il n'y a aucune obligation à indiquer à son employeur qu'on est malade. L'impression générale que j'ai, Cindy Bajazé, malgré l'acuité de tout cet éclairage de Maître Nibron, c'est qu'au niveau de la législation, ça reste quand même très lourd pour la personne qui est atteinte de cancer, quel qu'il soit, en particulier du cancer du sein. On connaît déjà tous les facteurs de discrimination qui pèsent sur les femmes professionnelles. Alors vous imaginez une femme qui est atteinte d'un cancer du sein ou de tout autre cancer, ça devient très compliqué derrière. Moi, je pense aux Amazones de Guadeloupe, l'association qui est une association dont j'admire les actions. J'avais été invitée à présenter une conférence débat il y a 2 ans pour Octobre Rose, et je me souviens de toutes ces femmes, justement, c'était le sujet, qui étaient justement des salariés et qui ont été frappés par le cancer du sein et qui se sont pour la plupart retrouvés sans rien du jour au lendemain, parce que la lourdeur administrative était vraiment épuisante pour elles. Donc il y avait cet épuisement de la maladie et derrière cet épuisement administratif. Quel conseil, vous, en tant que professionnel, auriez-vous pour ces femmes et leurs proches aussi ? Alors la lourdeur administrative, ça c'est encore notre débat, on y fait face tout le temps. Le problème en fait, c'est qu'il faut, comme je dis souvent, aller vers des personnes qui seront à même justement de nous renseigner, de nous informer. Alors comme vous le dites, des associations telles que Amazon sont là pour justement vous accompagner dans vos démarches et vous orienter vers les professionnels du médical, de la santé, du droit, etc. Et je pense que ces associations et ces personnes seront à même justement à vous dire comment agir. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Axel, oui. Vous avez également l'Institut national du cancer qui met à disposition un numéro de téléphone qui est le 0800 840 839, qui est un service qui est un service à un appel gratuit, et vous pouvez téléphoner en fait le service du lundi au vendredi de 9h à 19h pour pouvoir justement vous défendre et faire valoir vos droits. Très bien, on rappelle ce numéro.
Alors c'est le 0800 840 839. Et si je peux aussi rajouter quelque chose, 54 062, c'est le triste chiffre des personnes qui chaque année sont atteintes par le cancer du sein. Et ne l'oublions pas, même si le cancer du sein atteint plus les femmes, il y a également des hommes qui sont atteints de cette maladie à hauteur de 1%. Et il ne faut pas l'oublier. Donc renseignez-vous, vous avez des numéros, vous pouvez également aller voir des professionnels du droit comme Maître Jérôme Nibron, tout autre avocat de votre choix, qui seront à même, que ce soit au niveau des salariés, que ce soit au niveau des employeurs, parce qu'il faut le dire, alors il y a également effectivement des personnes qui ne font pas forcément les choses correctement, mais peut-être aussi que des salariés ne savent pas comment s'y prendre, et les employeurs aussi pensent comme l'a dit Joël tout à l'heure, qu'il y a des obligations alors qu'il n'y en a pas, mais qu'ils n'ont pas justement l'information à leur portée. Donc voilà, et il y a aussi ce côté retour au travail. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, parce que la personne qui revient du travail, elle est souvent stigmatisée, il y a une problématique, il y a la chimio, ça peut résulter de la perte de cheveux, ça épuise, les traitements peuvent être lourds. La personne, quand elle revient, elle aura peut-être l'impression d'être pointée du doigt, donc peut-être mettre quelque chose en place pour que justement, je ne sais pas moi, informer, faire valoir, faire les choses pour que ce soit les collègues, pour qu'ils puissent justement, quand on revient, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir ce regard ou voilà, par rapport éviter toute discrimination. Exactement, parce que c'est très très compliqué. Ça l'est physiquement, c'est très très lourd. Je connais des personnes qui sont atteintes par le cancer du sein, j'ai un proche, et c'est très très lourd, que ce soit pour la personne qui le vit, que ce soit pour les personnes qui sont autour, parce que on en meurt à certains moments, et c'est très difficile. D'ailleurs, je vous invite, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, à aller consulter sur le site du docteur Hélène Migerel, qui est anthropologue, docteur en sciences humaines. Docteur Migerel avait présenté à cette conférence débat que j'ai eu l'honneur d'animer il y a 2 ans, une excellente communication sur le pouvoir symbolique du sein dans nos sociétés antillaises, et cet article est disponible sur hélènemigerel.com, et je crois que tout un chacun en sortira vraiment grandi et comprendra aussi, aura des éléments pour pouvoir accueillir le retour au travail de femmes atteintes de cancer. En tout cas, merci beaucoup Cindy Bajazé pour ce point. Nous allons passer à Joël qui va nous parler culture avec un invité. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce soir, on accueille Marc-Alexandre Montout, réalisateur de Derrière les murs, donc je vous disais tout à l'heure, le documentaire qui est actuellement dans la sélection du CIF 2022, et on aura l'occasion de discuter avec lui donc via Skype. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Marc-Alexandre. Ça y est, j'y suis. Ah, parfait. Bonsoir. Bonsoir à tous. Félicitations déjà pour cette sélection au CIF. Merci bien. C'est une compétition en plus qui se joue à domicile, comme on dit, donc ça fait d'autant plus plaisir. C'est une compétition et en tout cas on compte défendre le film, quoi. Voilà. Ceux qui vous connaissent ont eu le plaisir, on s'en souvient, de visionner Karukera, qui avait fait date lors de sa sortie. Je pense aussi à Sur les routes du Bénin. Pour les spectateurs qui nous regardent et qui aimeraient un jour voir leur œuvre projetée, ça se passe comment pour être sélectionné dans un festival? Est-ce que c'est eux qui vous repèrent et qui viennent à vous, ou est-ce que vous proposez votre œuvre et ils disent oui ou non? Tout dépend du festival que vous faites, en fait. Vous avez des festivals qui vous acceptent, mais avec des thématiques. Vous avez des festivals où c'est ouvert à une compétition, on va dire, internationale, peu importe le type. Aujourd'hui, par rapport au CIF, c'est une compétition qui est ouverte, sans forcément une thématique particulière. Derrière les murs, pour le coup, concours dans la catégorie des documentaires. Et donc voilà, tout simplement, je pense que c'est à travers l'appréciation de la sélection et de ce que la programmation du festival souhaite, tout simplement. Voilà. Alors, Derrière les murs est sorti en 2020. Il s'agit d'une immersion dans le milieu carcéral. Comment cette idée vous est venue ?
Alors, elle m'est pas venue. D'abord, c'est une commande. À la base, c'est un projet initié en fait par l'IREPS Guadeloupe, donc avec Didier Marie, Raoul Legba, Madame Carrara, Mathilde Carrara, la directrice. Et donc, ils avaient l'envie, ainsi avec l'association Azaël de Françoise Cognon, de rentrer dans un établissement pénitentiaire, en l'occurrence la maison d'arrêt de Basse-Terre, et donc avoir une trace de ce qui se mettrait en place à travers les différents ateliers, à travers les différents dispositifs. Et donc, si vous voulez, moi, en tant que réalisateur, quand on m'a proposé de couvrir cet événement, ça ne m'a pas forcément intéressé d'avoir un retour, un simple reportage. Vous voyez, je trouvais ça beaucoup plus profond d'en faire un documentaire, d'en faire vraiment quelque chose. Donc l'idée, elle m'est venue à travers ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai monté ce documentaire durant le confinement, et de là, enfin, plus j'avançais dans le processus de post-production, plus je me rendais compte qu'on avait quelque chose de très intense, de très puissant, un peu dans l'ordre de ce que moi j'ai un petit peu l'habitude de faire. Pour ceux qui connaissent Karukera, ce sont des productions qui se veulent en tout cas être impactantes et qui poussent à la réflexion. Voilà. Tout à fait. Dans ce documentaire, la gastronomie, donc, elle entre dans la maison d'arrêt de Basse-Terre avec le chef Jimmy Bibrac. Racontez-nous un petit peu cette rencontre avec les détenus. Alors, excellente. Je pense que justement le film il bascule à ce moment, justement. On a toute cette première séquence des ateliers, parce qu'en fait, pour accéder à cette masterclass que Jimmy Bibrac va mettre en place, ils devront participer à divers ateliers sur les addictions, sur la nutrition, bien se connaître, se maîtriser autour de la violence, et tout cela à travers différents intervenants. Et donc, par la suite, vous avez Jimmy Bibrac qui arrive et qui va leur initier la cuisine, sa passion à travers cette masterclass. Il va leur apprendre quelques petites astuces. Et puis, juste la semaine d'après, eh bien, ils devront participer, 12 participants, à cette masterclass et tenter de remporter un prix, quoi. Et c'est quelqu'un qui est venu, qui a accepté tout de suite quand on lui a proposé de faire ce projet. Il ne savait pas encore qu'il y avait une question de documentaire. Il est vraiment venu avec son cœur, avec toute son équipe. Il est venu aussi avec Naomi Martineau, le chef Pierre-Pion. Il a ramené plein d'autres personnes, Miguel, Jean-Noël aussi, qui ont amené toute cette énergie autour de ce projet. Et c'est ce qui a aussi été très intéressant. Il a pu aussi passer son expérience à ces jeunes, à ces personnes détenues, et de leur transmettre justement l'élan de le faire. Vous ne pouvez pas le faire, je vais vous apprendre, je vais vous montrer, et puis ça sera à votre tour de le faire. Voilà. Excellent. Et c'est ce que ce film montre en fait. Je me souviens que Karukera, vous l'avez fait voyager. Il est passé à Toronto, il a été au Bénin, entre autres pays. Est-ce que vous avez la même vocation pour ce documentaire, la même envie? Ça, c'est... beaucoup de personnes me posent cette question à travers les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je le ferai de la même manière. C'est vrai que Karukera, ça a été un premier projet pour moi, et donc j'étais peut-être débordant à cette époque d'énergie, qui fait que je trépidais, et puis toutes ces rencontres que ce film m'a permis de faire, ça a été surtout des opportunités et de manière spontanée en fait. Et je dirais que à travers Si derrière les murs a le même parcours, alors ça se fera naturellement, tout simplement comme je l'ai fait pour Karukera. Mais sincèrement, c'est pas. On appelle ça des films guérilla, où vous les prenez un peu sous votre bras et vous y allez vraiment au forceps. C'est très compliqué. On a de très bons résultats aussi comme ça, parce qu'on fait un travail sur le terrain, on rencontre les gens, on discute avec eux, on imprègne, on impacte. Mais on a aussi envie, de pouvoir sortir un film, tout simplement, ou comme dans le cadre de ce festival, où là,
ce n'est pas forcément Marca Films qui est derrière ça, mais c'est une sélection d'un festival. Et je trouve ça très bien aussi, et bien de pouvoir se confronter à d'autres et bien sûr d'inviter la population à venir voir ce qui se fait en Guadeloupe, parce que c'est un film qui est 100% local comme bien d'autres. Voilà, sélectionné. Alors, avant de se quitter, pour ceux qui je sais que je parle beaucoup. Hein. Ah mais non, mais c'est intéressant. On ne parle pas beaucoup quand c'est aussi intéressant. Pour ceux qui ont envie de suivre votre travail, qui ont envie d'en apprendre davantage sur vos réalisations, où peuvent-ils vous trouver sur les réseaux sociaux? Très simplement à travers Instagram sur Marca Creative Film Content ou simplement sur LinkedIn. Marc-Alexandre Montout, tout simplement. Voilà. Ou encore, je suis basé sur Vimeo, qui est une plateforme pour les indépendants, où justement, je projette, je fais ce que l'on appelle de la vidéo à la demande. Moi, mon processus, en fait, je dirais pas que c'est le made self, par moi-même, c'est pas forcément ça, mais c'est simplement de montrer qu'il y a beaucoup d'alternatives pour pouvoir quand même exister dans ce milieu. Voilà. Eh bien, félicitations, encore une fois. Merci bien. Merci pour l'invitation. Je vous souhaite bonne chance. On a été ravis de vous recevoir sur le plateau et à très bientôt. Salut à tous. Au revoir. Merci, à très bientôt. Marc-Alexandre Montout, magnifique film. D'ailleurs, cette rencontre qu'il montre entre le chef Bibrac et les détenus me rappelle un peu la démarche du chef Thierry Marx. Tout à fait. Qui est très engagé auprès des détenus pour la réinsertion. Et ils sont sur cette même démarche, la rencontre de soi avec soi-même, se redécouvrir, retrouver une rigueur pour pouvoir se réinsérer. Après, je suis toujours très sensible à ce type de démarche, ayant eu moi-même un proche qui a été détenu, et je sais que c'est très compliqué pour se réinsérer dans la société. Et cela aussi me fait penser à la démarche de Fola Gadet qui vient d'éditer avec Café Noir Édition l'autobiographie de Binaël, qui est emprisonné depuis plusieurs années et qui raconte aussi son histoire, qui se réapproprie sa vie à travers la littérature. Tout cela aussi, c'est très très important. Tout à fait. Merci beaucoup Joël pour cette belle découverte. Cindy Bajazé, la professionnelle du doigt que vous êtes, quand vous entendez parler de ce type d'initiative, de cette rencontre en milieu carcéral, ça vous inspire quoi ? C'est pas donné à tout le monde de faire d'avoir ce type de démarche. D'ailleurs, Fola le fait, ou le faisait en Martinique, à Ducos. Je trouve ça vraiment exceptionnel, parce que on a beau le dire, mais c'est pas toujours évident après la sortie en prison de pouvoir en fait vaquer à ces occupations comme ça. Il y a des personnes qui sont en prison depuis 20 ans plus et qui doivent comme ça ressortir et n'ont pas forcément les armes pour ça. Donc félicitations. J'ai d'ailleurs noté tous les réseaux où on peut le joindre pour pouvoir peut-être sur une autre chronique, l'invité justement, il parlait un petit peu de l'univers carcéral, mais en plus en profondeur en matière juridique. Voilà. Définitivement. D'ailleurs, un clin d'œil particulier à tous les visiteurs de prison qui accompagnent les mineurs, les femmes, mais aussi les hommes dans ce chemin de vie très particulier et qui les aident vers la réinsertion aussi. Eux aussi sont des maillons essentiels dans cette chaîne sociétale qui est la nôtre. Alors Christina Filetas, je vous regarde, on parle de toute autre chose avec votre invitée Vanessa Kishna. On va discuter de la diversification de l'alimentation de bébés avec des produits locaux et je crois qu'elle est en duplex par Skype avec nous. Bonsoir Vanessa Kishna. Alors le temps que l'on puisse régler le son de Vanessa Kishna, très bien, c'est bon. Christina Filetas, parlez-nous justement de l'initiative de Vanessa et de son père, du chef Joël Kishna, et de cette importance de la diversification alimentaire pour bébés.
Alors, on va d'abord donner quelques chiffres. Donc, il faut savoir que la semaine... Pourquoi j'ai choisi Vanessa et l'initiative qu'ils ont eue, son père et elle, bien qu'ils ne soient pas les seuls, à proposer des petits pots pour enfants. Donc, la semaine prochaine, enfin le 10, lundi, donc aujourd'hui, commence la semaine du goût qui aura lieu jusqu'au 16 octobre. Donc, c'est la 33e semaine du goût. Qu'est-ce que c'est la semaine du goût? Donc, la semaine du goût, c'est une initiative qui a commencé en 1990 et qui a pour mission la transmission et l'éducation au goût, parce que bien manger, ça s'apprend. Le goût, ça s'apprend aussi. Donc c'est faire découvrir le goût au plus grand nombre de personnes. Donc la thématique de cette année 2022, ce sera vivre le goût. Donc dans le cadre de la semaine du goût, ce sont souvent des professionnels du goût qui vont dans les collectivités, les crèches, les écoles pour apprendre à tout un chacun à découvrir des saveurs et ce sont des actions qui sont ciblées autour de l'alimentation et de l'importance des choix des produits que nous mangeons. Donc il faut savoir que par exemple en Guadeloupe, 60% de la population est en surpoids. Ouais. 30% souffrent d'obésité. En ce qui concerne les enfants, 22% des enfants de 3 à 15 ans sont en surcharge pondérale. Et donc, il est important d'apprendre à bien manger. Et bien manger, ça s'apprend au moment de la diversification alimentaire. Donc, la diversification alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le bébé... vers 6 mois à peu près? Entre 4 et 6 mois, puisque les normes de l'OMS varient tout le temps. D'accord. Donc, entre 4 et 6 mois, c'est la période où bébé arrête de consommer ou d'être nourri exclusivement avec le lait. Donc à partir de ce moment-là, on lui fait découvrir diverses saveurs, donc les fruits, les légumes. Mais il est important de bien mener cette étape, car ensuite, elle détermine en fait les comportements alimentaires de l'enfant. Donc une diversification qui est orientée plus vers une alimentation sucrée risque à terme d'avoir un petit enfant qui aime le sucre. Non pas que le sucre ne soit pas quelque chose de bon, mais ça a un impact ensuite sur la santé. Donc apprendre à bien manger, c'est un cadeau que l'on fait à son enfant et c'est aussi un cadeau que l'on se fait à soi-même. Donc ensuite, l'alimentation pour bébé, donc c'est quelque chose de particulier. Donc c'est un marché qui est en décroissance, mais qui depuis l'affaire du confinement retrouve un certain regain, puisque les Français ont fait 30 000 enfants de plus entre 2020 et 2021. Ça a eu au moins ça de bon. Ça a au moins eu ça de bon. Donc le marché de l'alimentation pour enfants est réparti entre les aliments, donc le lait, les laits infantiles, et tout ce qui est préparation alimentaire. Les fameux petits pots. Petits pots, ça peut être les soupes, ça peut être les desserts. Ouais. Ce marché, en fait, il est dominé par 2 géants, Danone et Nestlé. En France, Danone et Nestlé se partagent 72% du marché de l'alimentation infantile, donc à raison de 46% pour Danone et 26% pour Nestlé. Et dans tout ce petit monde, il y a des petites marques qui émergent, puisque les comportements alimentaires changent. Les parents sont de plus en plus exigeants. Ils veulent des aliments propres pour leurs enfants, des aliments bio, en grande partie. Donc il faut savoir que ce marché représente 838 millions d'euros. En France hexagonale. En France hexagonale. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver les chiffres pour le marché de la Guadeloupe. Donc il était important pour moi de valoriser en fait les initiatives locales, telles que celles de M. Kichelin et de sa fille, qui permettent d'apprendre à nos enfants à manger ce que nous avons chez nous. Comme l'a dit Aurélie Joseph, qu'il est pas normal qu'un petit Guadeloupéen consomme des petits pots pommes-poires et qu'il ne sache pas apprécier la saveur de la mangue. Donc je laisse Vanessa nous présenter leur petit bébé. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Ravie de voir des visages connus et qui font les choses, en tout cas cette dynamique féminine. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend bien, Vanessa. Très bien. Alors effectivement, TICHFPI, qui date pas d'hier, parce que mon père, donc Joël Kichelin, qui a été le précurseur, j'ai envie de dire, et qui parlait donc à travers les différentes émissions de télé, en allant également dans les écoles, en sensibilisant nos enfants à se nourrir de nos fruits et légumes. Donc en tant que fervent défenseur du manger local, TICHFPI s'est créé naturellement. Donc il y a 2 notions. Il y a la notion de santé, comme disait Christina tout à l'heure.
Donc le fait de devoir nourrir nos enfants avec ce qu'on trouve ici en Guadeloupe, donc en se nourrissant de nos fruits et légumes, mais ils vont grandir en santé. Et il y a aussi cette identité qu'on souligne de devoir manger nos produits, ce qu'il y a de mieux autour de nous, au lieu d'aller chercher ce qui se trouve à 8000 km. Donc voilà comment T-Chef Pays est né. Et aussi, toujours, je dis toujours, c'est un concept T-Chef Pays, puisqu'on se rend dans les écoles, on sensibilise nos enfants à reconnaître et connaître nos fruits et légumes. Donc notamment, je pense à l'association Sécurité, Loisirs et Formation avec qui on fait un travail remarquable. Donc on se rend bien compte, à chaque atelier, que nos enfants ne connaissent pas nos fruits et légumes. Donc nous, c'est un bonheur de pouvoir aller à leur rencontre, les sensibiliser, faire vraiment ce travail de pédagogie, parce que moi, je dirais que le travail commence dès lors que la maman est enceinte. C'est-à-dire qu'elle se nourrit. Déjà, il faut qu'elle fasse ce travail en se nourrissant correctement quand elle est enceinte. Donc, elle va choisir des bons produits, elle va bien se nourrir. Et l'enfant aura systématiquement une reconnaissance. Une fois qu'il va commencer la diversification, il y aura un rappel de ce goût de nos fruits et légumes. Et en grandissant, donc, il va se nourrir de ce qu'il y a autour de nous. Donc évidemment, on travaille avec des agriculteurs certifiés biologiques qui ont cette conscience de nos terres, donc le respect de nos terres, donc pas d'intrants chimiques. Donc on a fait ce choix-là de se rapprocher des agriculteurs qui ont ce respect de notre environnement. Et puis, ils vont grandir en santé. Mais aussi, il y a cette nécessité de continuer le travail, parce qu'on se rend bien compte que quand ils sont bébés, on veut bien les nourrir, on veut leur trouver les meilleurs produits qu'ils soient, donc qu'on retrouve sur le marché. Mais on se rend bien compte, et vous direz, je pense que on a des mamans sur le plateau, nos enfants qui ont 3-4 ans, ils refusent de manger nos fruits et légumes. Pourquoi? Parce que ils se sont habitués à manger trop sucré, trop salé, comme disait Christina. Et donc là, on intervient dans les écoles et on leur dit, voilà, regardez, il y a ce fruit, ce légume que tu peux manger. Avec maman aussi, on les interpelle sur le fait de mettre des ateliers à la maison, donc faire des petits ateliers avec eux, les accompagner, qu'ils mettent aussi la main à la pâte, qu'on fasse différentes textures. On a aussi les différents sens, donc le toucher, et on se rend bien compte que quand les enfants préparent leurs recettes, préparent aussi, coupent les différents fruits et légumes, mais ils ont envie de manger. Mais aussi, on a le mimétisme, parce qu'on se rend bien compte que les enfants nous copient finalement. Donc quand des parents mangent des fruits et légumes, forcément, les enfants vont le faire. Voilà, donc c'est tout un travail ensemble, j'ai envie de dire, pour continuer à nourrir nos enfants en santé et qui prennent bien en compte leur environnement. Alors Vanessa, j'aimerais savoir quelles sont les perspectives pour T-Chef Pays à l'horizon 2023. Mais déjà, notre objectif, c'est d'être bien présent sur la Guadeloupe, que ce soit à travers les épiceries fines, les différents supermarchés, de façon à ce que nos parents, les parents aujourd'hui, puissent trouver facilement nos produits. Donc, c'est faciliter leur quotidien. On est aussi sur des recettes élaborées et uniques, évidemment, par le cuisinier. Nous, en tant que professionnels de la cuisine, on apporte ce savoir-faire, notre savoir-faire, et c'est habituer nos petits à nos recettes créoles. Voilà toute l'ambition de T-Chef Pays. Alors aujourd'hui, évidemment, on a cette ambition d'être présent sur la Guadeloupe, la Marie-Galante, les Saintes, les différentes îles. Puis après, on ira voir les autres territoires, peut-être sur une nouvelle perspective aussi, en travaillant avec d'autres chefs. Mais on fait les choses étape par étape. Bien, merci beaucoup Vanessa. C'est moi. C'est moi qui te remercie, Christine. Mais merci à toute l'équipe. À bientôt. Beaucoup Vanessa Kishna et effectivement Christina, vous le disiez en introduction, il y a d'autres marques aussi locales que l'on va citer par souci d'équité. Tout à fait. Donc le marché de l'alimentation infantile, enfin du moins à base de produits locaux, il y a donc T-Chef Pays, mais il y a aussi d'autres entreprises qui développent des produits. Donc on peut citer Tipo Pays, qui est avec Rachel Olia, et aussi Tipo Tidou. Attends, je me trompe pas. Potidou, qui est basé à Vieux Habitants. Mon fils aime beaucoup leur petit pot banane patate douce. Donc il faut savoir que c'est une initiative qu'il faut saluer. Certes, ça peut avoir un coût,
mais il est important de donner à nos enfants des aliments de qualité. Si toutefois on ne souhaite pas acheter des petits pots, on peut aussi faire Tout à fait. faire la cuisiner pour son enfant. Ça prend pas plus de temps que ça finalement, mais après chacun est libre de faire comme il l'entend. Bien évidemment, toujours en respectant cette liberté. On rappelle quand même avec les statistiques qui sont quand même inquiétantes que vous nous avez données, qui sont vraiment alarmantes, l'importance d'allier santé et goût aussi, et c'est ce que vous avez voulu nous montrer avec cette chronique. Merci encore. Merci Christina, et on se retourne vers l'invité d'Amanda. On vous rappelle que malheureusement Amanda n'a pas pu être avec nous. Voilà, ce sont les aléas de la vie en Guadeloupe. Ça fait aussi partie du charme, entre guillemets. Mais on lui souhaite un bon rétablissement avec cette horrible mille-pattes qu'il a piqué. Mais son invité, David Nitusgo, est avec nous. Bonsoir David Nitusgo. Bonsoir Axel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bonsoir à toute l'équipe. Vous n'êtes pas trop impressionné avec toutes ces femmes autour de vous, j'espère? Ben non, pas vraiment. Au contraire, bien content. Je suis content. Alors David Nitusgo, vous êtes originaire de Port-Louis, dans le Nord Grande-Terre. C'est mon voisin, c'est ce que j'allais dire. Entre personnes du Nord Grande-Terre. David Nitusgo, vous êtes surtout photographe amateur. Qu'est-ce qui vous a emmené à la photo? Ben, pour commencer, déjà, j'avais rien du tout. J'ai commencé les photos avec un téléphone. Et franchement, je faisais pas mal de clichés à droite et à gauche. Mais l'endroit où c'est parti, c'est derrière l'ancienne palais de justice, à Port-Louis. À Port-Louis. Ouais. Et il faut dire que j'allais m'asseoir là assez souvent. Et tu vois, il y a des vagues qui s'enroulent. Donc du coup, je m'amusais juste à prendre des photos comme ça. Et un jour, j'ai décidé de faire le tour de ma commune avec un téléphone. Je passais partout, il y a des gens qui ont des jours pour me prendre fou. Parce que j'allais partout, je prenais la photo de tout et n'importe quoi en fait. Mais c'est vrai que nous cavons tout de côté aussi. Ah ben oui. Nous cavons tout de côté. Partout où il y a quelque chose, que ce soit les élections, que ce soit des associations ou que ce soit des gens du Nord Grande-Terre qui font quelque chose d'intéressant, David Nitusgo est là. Donc vous êtes un peu notre reporter régional dans le Nord Grande-Terre. C'est important pour vous de montrer ce Nord Grande-Terre qui bouge? Oui, puisque bon, avant, il y a des cas dit Nord Grande-Terre, c'est mon bois, tu vois, il y avait beaucoup de critiques. Et un jour, j'ai décidé, au début, c'était une passion, mais après, j'ai commencé à défendre le Nord parce que je me suis dit, il y a des endroits quand même qu'il faut découvrir. Oui. On ne peut pas dire que Nord Grande-Terre, c'est qui, mon sauvage et mon bois qu'il a. Donc, j'ai commencé à montrer des petits trésors comme les monuments. Oui. Et après, c'est parti. Mais tout en restant moi-même, puisque bon, je ne pensais pas qu'un jour la photo m'aurait amené ici, quoi. Ouais. Je faisais ça uniquement pour m'amuser. Et un jour, quand je suis parti en France, c'est là où les associations m'ont repéré. Comme Bois Bandé, que je salue, il y a l'association Cap Caribéenne. Et franchement, au début, je n'y croyais pas. Mais un jour, je me rappelle qu'on m'a invité sur la radio pour la première fois. On dit, mais quand qu'a fait là? Non, mais c'est vrai, puisque je me suis dit que bon, c'était juste une Ça qu'a étonné vous-même de voir chimie en fait? Oui, quand même. Parce que bon, c'était pas prévu. Famille m'a envoyé à l'école et après j'ai pris un diplôme, mais je vois que ce que je fais justement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école. Donc je suis un peu étonné, mais en même temps, bon, je me dis que c'était mon chemin peut-être. Ouais. Et là, je vois Cindy Bajazé et Joël Badralou qui a Cindy Bajazé, vous nous parlez souvent de passion dans le métier. C'est juste en train de briller, comme là, notre invité de la dernière fois. Mais la question que j'aimerais lui poser, c'est vous ne faites des photos que de lieux, pas de personnes? Quel est votre type de... Je fais des personnes aussi, mais pas beaucoup. Ah, beaucoup. C'est de temps en temps, je fais des photos de personnes, mais je suis un amour de la nature en fait. D'accord. Moi, c'est la nature à 100%. J'aime aussi les événements. Bon, s'il y a des gens, ben, on prend des photos, mais sinon... si les gens passent par là. Si les gens passent par là, mais c'est surtout plutôt dit que ouais, moi, je suis très nature, moi. D'accord. Voilà. Je vous invite à aller sur sa page Facebook David Nitusgo et sur les groupes, notamment pour lui, c'est la Zagazag.
Menti pardon. C'est ça, le nom du groupe. Oui, Paulus Akabaye Menti pardon. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé et je disais ça comme ça pour m'amuser. Un jour à présent, un jour en madame, en vieille madame. Madame a vraiment la poste, il était en masque, il dit mais Paulus Akabaye. Moi j'étais étonné puisque en fait, je pensais pas que la dame regardait ça quoi. Et justement on me demandait d'où ça vient, j'ai dit mais c'est une phrase que j'ai commencé à dire juste comme ça et ça a pris de l'ampleur. C'est devenu votre signature. Ouais en fait c'est ça. Paulus Akabaye Menti pardon. Et j'ai même créé des t-shirts. Excellent. Ouais, donc voilà. Je vois Joël qui est ravie. Je suis super émue parce que j'ai perdu une amie il n'y a pas longtemps qui était une amoureuse du Nord-Grande-Terre, amoureuse de la nature. Et ce que vous faites, la passion avec laquelle vous le racontez, ça lui aurait beaucoup plu. Donc bravo. Merci beaucoup. Mais là actuellement là, grâce à Axel, avant t'es qu'à défendre qui pour lui, mais je l'ai écrit sur Facebook, photographe, maintenant c'est pour lui, petit canal, Hans Bertrand, et le moule. Alors, quelques photographes, moi aussi, qu'on se connaît, défendre la menthe. Mais entre personnes du Nord. Non, mais parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime rester sur place, en fait. Donc, si un jour ça doit arriver là, maintenant, puisque on y famille là. Donc si ça doit arriver là, pourquoi pas. Moi je commence dans le Nord parce que c'est l'en sorti, mais après j'ai l'intention d'aller plus loin. Comment monter. De toute façon, entre Nord-Grande-Terre, Nord-Basse-Terre, on se comprend. Menti pardon. Menti pardon, jamais. David Nitusgo, quelle photo vous parle le plus dans tout ce que vous avez pris comme photo déjà du Nord-Grande-Terre, des paysages, des gens, des magnifiques photos de poissons, des nasses de pêcheurs, ça c'est les photos, les couleurs sont magnifiques. Quelles sont les photos que vous préférez et pourquoi? Moi j'ai aimé toutes. Tout même parce que moi, dans tout ce que je fais, je mets de l'amour. Par exemple, au niveau de la pêche, c'est un cousin, enfin il est déjà mort, et c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est défunt Cac Charles. C'est le premier pêcheur qui m'a amené en mer justement pour prendre des photos vues de la mer. Et en même temps, j'ai profité pour prendre des photos de son travail, puisque bon, y a des gens qui m'ont demandé pas mal de photos sur les poissons. Et moi, je n'ai pas tenu. Donc, moi, j'ai dit qu'un jour, je vais partir en mer et faire ça, quoi. Mais c'est quelque chose qui m'a touché, en fait. Et qui me touche jusqu'à maintenant, puisque moi, quand on me demande quelle photo vraiment qui me touche, moi, je dis que c'est la nature, les photos de la nature. Photos locales quoi. Cette belle biodiversité du Nord. Exactement, parce que nous toujours qu'à prendre photo de Bitin, mais Bitin nous-mêmes, nous pas connaître lui. Comme le grand cul-de-sac marin aussi, maman, là, pendant les vacances, j'étais là tout le temps. En mangrove là. Oui, en mangrove là. Avec monsieur Rony Baufleur, à Capé, on de saluer, ouais. C'est un bon boug, c'est qui permet de moi justement de découvrir pas mal de choses aussi parce que, tu vois, comme je dis, nous sommes des Guadeloupéens, mais on a tendance à l'oublier des fois. Nous connaissons tout partout en France, mais on ne connaît pas ce qui se passe sur notre île, quoi. Il travaille là, on a fait la fondale parce que il permet de nous documenter, de garder en trace des archives presque vivantes, j'ai envie de dire, de ce qui fait de la Guadeloupe ce territoire si particulier. David Nitusgo, avant de terminer, une dernière question, c'est pour quand la prochaine exposition? On pas rater témoin. Alors, pour le moment, je n'ai pas de date. Mais c'est quelque chose de prévu. Ça arrive puisque, bon, comme je viens de le dire, là, c'est pas une exposition sous Port-Louis seulement. C'est tout le Nord-Grande-Terre. Petit Canal, Hans Bertrand. Pour le moment, je m'occupe de ces 3 communes-là. Après, mais je n'ai pas de date. C'est quelque chose que j'ai envie de préparer. On veut faire ça bien, moi pas ni à regretter. Je dis, ouais, j'étais pressé, mais ça s'est mal passé. Donc je veux vraiment faire ça bien comme il faut. Et puis voilà, quoi. Le souci de bien faire. En tout cas, merci beaucoup David Nitusgo. Et on rappelle qu'on peut vous trouver sur Facebook, David Nitusgo, et aussi Paulus Akabaye Menti pardon. Ah bon, j'ai dit, bon, j'ai dit, donc.
Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, chers invités. Rendez-vous la semaine prochaine et entre-temps, la conversation continue sur nos réseaux sociaux, les experts au féminin. Et on vous rappelle que depuis le début de cette saison 2, nous avons un compte Instagram dédié et rendez-vous le jeudi qui suit sur LinkedIn pour le débrief de l'émission. À très bientôt.